Dans son premier article, le Code noir est un texte qui va plus loin que la réglementation de l'esclavage. Il pose d'abord ce que doit être le cadre de la colonie. Aux Antilles se trouvent des proscrits du royaume qui ont eu le courage de traverser l'Atlantique. C'est d'abord à eux que le roi s'adresse. Protestants et juifs sont les premiers visés par les interdits du Code noir. La question noire et la question juive sont en effet liées aux colonies. Elles sont liées parce que, faut-il le rappeler, assez tôt, dès le XVIe siècle, ceux qui ont dû quitter la France ont été d'abord ceux qui étaient pourchassés, ceux qui étaient victimes de certain nombre de répressions pour des raisons religieuses, et s'agissant les protestants par exemple, et s'agissant des juifs pour des raisons religieuses entre guillemets et des raisons de préjugés raciaux entre guillemets. Enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du non chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et biens. Mars 1685. C'est une pièce de théâtre dans une ville de Guadeloupe. Les acteurs noirs jouent les rôles de Colbert et de Louis XIV. La vedette du jour a pour nom Code noir. La pièce se veut pédagogique, mais la mémoire n'est pas forcément l'histoire. Et comprendre le Code noir, c'est d'abord comprendre une époque. Le droit de l'époque, au XVIIe siècle, n'est pas un droit qui est bâti sur les droits de l'homme. Le discours des droits de l'homme, la philosophie des droits de l'homme n'intervient que plus tard, avec en particulier Jean-Jacques Rousseau, qui va affirmer la supériorité du droit naturel sur le droit positif, le droit tel qu'il est créé par les sociétés, et donc qui va rendre effectivement toute loi, toute règle juridique qui attenterait à la liberté naturelle d'un individu ou à l'égalité naturelle d'un individu, qui en ferait un texte attentatoire à l'humanité. Donc effectivement un crime contre l'humanité que de priver un être humain de son droit à la liberté, de son droit à l'égalité. L'article du Code noir qui demeure le plus odieux aux yeux des lecteurs d'aujourd'hui est l'article 44. Il transforme l'homme en bien meuble, c'est-à-dire en chose, au même titre que l'outil ou le bétail du maître. Ailleurs, le Code prévoit que l'esclave peut se marier et doit être baptisé. Étrange pour un objet. L'esclave est par essence et par définition un être humain. On n'appellerait jamais une table un esclave ou un animal un esclave. C'est par définition un être humain, mais dont la caractéristique, effectivement, est d'être privé de liberté et d'appartenir à un maître. Donc, pour traduire en termes juridiques cette appartenance réelle, cette possession réelle qu'a le maître sur l'esclave, une possession aussi économique, puisque le maître l'a acheté et que l'esclave fait partie de son patrimoine, qu'il peut le vendre, il peut le passer en héritage, effectivement, le droit va traduire ça en termes de statut d'objet, un statut de bien. Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans 8 ou plus tard les gouverneurs et intendants des dites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire inscrire et baptiser dans le temps convenable. On considère l'esclave non évangélisé comme un sauvage, hein, un bossal, dit-on, contrairement à l'esclave créolisé. Hein, l'esclave créolisé, c'est celui qui a été évangélisé. Et à ce propos, donc, la mission, et ça va être d'ailleurs en quelque sorte un conflit interne au système esclavagiste, parce que vous avez d'un côté les missionnaires qui veulent absolument évangéliser, et puis vous avez les maîtres qui disent mais non,
Parce que si vous évangélisez les esclaves, donc il faut qu'ils aillent à la messe, et là vous me prenez sur mon temps de travail. Vous faites en sorte que l'esclave finalement se consacre à une activité spirituelle au moment où il devrait travailler. Et donc vous voyez qu'il y a donc un conflit, et petit à petit, donc les prêtres vont imposer donc cette évangélisation parce que justement la vision même de la société esclavagiste, c'est que l'esclave non évangélisé n'est pas un individu civilisé. Interdit sexuel, interdit religieux, interdit de race. Ce sont les trois piliers du Code noir qui président à la discipline de l'esclave et celle du maître. Mais si l'esclave n'a aucun droit, le maître, par contre, ne peut pas faire ce qu'il veut. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître selon que nous l'avons ordonné, pourront en donner avis à notre procureur et mettre leur mémoire entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis lui viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais. Ce que nous voulons également être observés pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Donc sur un plan théorique, bien sûr en pratique c'est autre chose, c'est beaucoup plus difficile, il y a effectivement une possibilité de plainte, si l'on peut dire, auprès de l'autorité royale, qui est offerte aux esclaves contre les mauvais traitements. Les maîtres ont des comportements qui sont inacceptables du point de vue même des autorités royales, parce qu'en réalité c'était contre-productif, à vrai dire. C'est aussi bête que cela. Le fait que les maîtres aient un droit de vie et de mort absolu sur les esclaves, et qu'ils ne s'intéressaient pas à leurs conditions de vie, à leur nourriture, à leurs soins, c'était contre-productif, parce qu'on avait dès lors une main-d'œuvre qui n'était pas efficace. C'est cynique, mais c'est la vérité. Alors par conséquent, le Code noir va intervenir pour réglementer le fonctionnement, entre guillemets, de l'esclavage. Et par conséquent, pour prévoir deux catégories de dispositions. D'une part, il faut veiller à la santé des esclaves, et d'autre part, les châtiments corporels sont acceptés, mais ils sont désormais réglementés. Et selon les infractions commises, du point de vue évidemment des maîtres, par les esclaves, selon la nature de ces infractions, eh bien il y a, comme dans le code pénal d'aujourd'hui, il y a des sanctions. Et par conséquent, les maîtres doivent théoriquement respecter les règles indiquées par le Code noir. Article 43. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances. Se pose dès lors la question de savoir comment le Code noir sera appliqué. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas des cours d'assises comme celles que nous connaissons, avec des magistrats professionnels et des citoyens, et par conséquent, ce qui tient lieu de cour d'assises est composé de maîtres, comme les personnes qui sont accusées d'atrocités envers leurs esclaves. Et par conséquent, dans 99% des cas, même les pires atrocités n'étaient pas sanctionnées. Les maîtres étaient acquittés, et souvent même d'ailleurs, sous les applaudissements du public, évidemment entièrement blanc. En 1685, le Code noir arrive dans une société où domine le métissage.
Blancs, Noirs et Amérindiens se rencontrent. C'est une société d'hommes. Les seules femmes sont des esclaves, ou des sauvages, comme on dit alors. La mixité de fait existe. Le Connoir a posé les premiers jalons de la ségrégation dans cette société. On a des archives paroissiales, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, de mariage entre blancs et noirs. Et à partir du Code noir, les mariages entre blancs et noirs sont désormais prohibés. Et quelque part, pour moi, cet article-là est le plus symbolique de la domination esclavagiste. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est un article qui n'empêche pas les relations sexuelles entre blancs et noirs. Parce que les béquets vont continuer à profiter des négresses pendant 3 siècles. Donc c'est un article en fait qui ne vise qu'à empêcher l'homme noir d'accéder à la blanche. Mais pas l'inverse.